troisième partie avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique, je le disais, et les titres de cette actualité ce matin. Saveria, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Une prise de parole décisive. Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h à l'Elysée. Il veut mobiliser les forces politiques, territoriales, économiques et sociales pour agir. Le président qui devrait annoncer plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat et des bas salaires. Et c'est bien le retour des corps intermédiaires à 10h. Emmanuel Macron recevra la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFTC, mais aussi le MEDEF dans le cadre d'une grande consultation. Les syndicats qui seront suivis des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Richard Ferrand et Gérard Larcher. Et pendant ce temps, le Sénat reprend l'examen du projet de loi de finances 2019 avec notamment le budget de la police et des forces de sécurité. Un budget que les sénateurs ont rejeté. Les crédits sont à leur sens insuffisants pour répondre au malaise des policiers et à des conditions de travail dégradées, notamment en matière d'équipement et de formation. Une prise de parole décisive. Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h depuis l'Elysée. Il veut mobiliser les forces politiques, territoriales, économiques et sociales pour agir. Le président qui devrait annoncer plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat et des bas salaires. Les explications de Quentin Calmet. C'est une journée cruciale qui s'annonce à l'Elysée, l'heure de vérité même selon le Parisien. Premier temps fort ce matin à 10h. Le président de la République reçoit les représentants des corps intermédiaires, associations d'élus, présidents des deux chambres du Parlement, ainsi que des syndicats et des organisations patronales. Une invitation perçue par Gérard Larcher comme un retour du dialogue et des réponses à la France qui souffre. Une grande réunion à l'Elysée ce matin, mais suivie surtout d'une prise de parole très attendue ce soir à 20h. Selon Alain Juppé, il faut que le discours du chef de l'État imprime auprès de tous. D'abord, il faut que le président de la République parle, et parle vite, et qu'il tienne un discours fort à l'intention des Françaises et des Français. Un discours d'autorité, bien sûr, mais aussi un discours de compréhension, d'empathie, parce que beaucoup des revendications des Gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération. Et qu'il s'exprime dans un langage compréhensible de toutes les Françaises et de tous les Français. Mais quel changement le président de la République entend-il acter? Y aura-t-il un nouveau cap politique et économique? Dès hier, la ministre du Travail a acté qu'il n'y aurait pas de hausse du SMIC. Le coup de pouce SMIC, on sait que ça détruit des emplois. Donc c'est pas la bonne méthode. Mais comment donc revaloriser les bas salaires? Faut-il au passage changer de Premier ministre et remanier en profondeur le gouvernement? Enfin, comment renouer avec les Français et casser l'image d'un président hautain? Une journée qui s'annonce donc particulièrement critique pour Emmanuel Macron. Un exercice de haute voltige selon les observateurs et où le président de la République travaille cette fois sans filet. La suite de l'examen du projet de loi de finances 2019 au Sénat avec notamment le budget de la police et des forces de sécurité. Un budget que les sénateurs ont rejeté. Les crédits sont à leur sens insuffisants pour répondre au malaise des policiers et à des conditions de travail dégradées, notamment en matière d'équipement et de formation. Flora Sauvage. Alors que la crise des Gilets jaunes exacerbe le malaise des forces de l'ordre, le Sénat a rejeté les crédits alloués à la sécurité dans le projet de loi de finances. Pour les sénateurs, l'enveloppe n'est pas suffisante pour répondre à des gendarmes et à des policiers au bord de la rupture. À l'image de Maggie Biskupski, qui s'est suicidée le 12 novembre dernier avec son arme de service. Elle était la 33e policière à mettre fin à ses jours en 2018, comme 31 gendarmes. En m'embrassant, sa maman m'a dit « Ma fille demandait si peu. Des conditions matérielles minimales, un peu de considération et de respect, du soutien moral et juridique que doit tout employeur à ses employés. Il faut écouter les policiers qui souffrent plutôt que d'envoyer l'IGPN aux policiers qui expriment cette souffrance. » Depuis les attentats de 2015 et avec les différents mouvements sociaux, les forces de l'ordre sont très sollicitées. Le gouvernement tente de rassurer. Les événements récents soulignent, si cela était nécessaire, toute l'importance des crédits qui sont discutés aujourd'hui. L'importance des enjeux, le gouvernement en a pleinement conscience et c'est bien pourquoi les moyens de la police et de la gendarmerie seront en 2019 à nouveau en hausse très significative de 335 millions, soit une progression de 2,6%. Pas convaincus, les sénateurs ont rejeté les crédits alloués à la sécurité dans le projet de loi de finances. Pour la majorité LR, c'est un budget en trompe-l'œil.
Voilà, et nous sommes en ligne avec Caroline Cayeux. Caroline Cayeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Beauvais, ancienne sénatrice de l'Oise et vous êtes présidente de la Fédération des villes de France. Vous serez tout à l'heure reçue à l'Élysée. Quel est le message que vous allez délivrer au chef de l'État ? D'abord, je vais le remercier de nous accueillir parce que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le chef de l'État a besoin des maires, a besoin des élus locaux parce que sur le terrain, c'est nous qui sommes en contact avec à la fois les Gilets jaunes et à la fois nos habitants qui sont dans la détresse sociale. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, je vais lui demander de prendre des décisions rapides, immédiates sur le pouvoir d'achat. Il faut qu'il y ait du concret dès ce soir parce que sinon, on va s'acheminer vers une 5e semaine compliquée. Et puis, je crois aussi qu'il faut qu'il fasse plus confiance aux maires sur le terrain parce que nous sommes à la fois des capteurs des difficultés sociales, mais on est aussi des amortisseurs. Et donc, à ce titre, je pense qu'il va falloir que nous ayons un peu plus de moyens pour aider nos habitants en desserrant l'étau du 1,2, vous savez, la contractualisation. Enfin bref, ce que nous voulons à Ville-de-France, c'est un Grenelle du pouvoir d'achat et de la transition écologique. Je crois que ça, ce sont des points importants. Mais dès ce soir, il faut qu'il y ait des mesures concrètes de manière à calmer cette urgence sociale. Caroline Cayeux, vous parlez de faire confiance aux maires. Comment va s'organiser la grande consultation citoyenne voulue par le président ? Vous allez ouvrir vous-même, par exemple, la mairie de Beauvais pour recueillir les doléances ? Nous sommes évidemment prêts à recueillir les doléances, mais sans doute ça ne se passera pas en mairie. Mais moi, j'irai sur le terrain au contact avec les Gilets jaunes, que je côtoie d'ailleurs depuis plusieurs semaines, que je vais voir, avec qui j'ai longtemps discuté. Mais pour que cette consultation soit sereine dans son déroulement, il faut que les conditions soient remplies et il faut surtout qu'il y ait eu déjà des mesures concrètes qui aient été prises dès ce soir. Très bien, merci Caroline Cayeux d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci Caroline Cayeux. On va passer maintenant à la deuxième interview politique de cette émission dans un instant. On accueille sur ce plateau Philippe Dallier. Vous êtes sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vous êtes vice-président du Sénat et vous avez perdu votre voix. Oui, pour un politique, c'est embêtant. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron doit parler ce soir à 20h. Quel doit être le ton, le contenu, la teneur de son discours pour sortir de la crise que traverse le pays ? Écoutez, en ce qui concerne le ton, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'Emmanuel Macron a donné le sentiment d'un certain mépris, d'une certaine arrogance vis-à-vis des Français. Et je pense que c'est pour beaucoup dans la crise. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va devoir changer complètement ses orientations politiques depuis 18 mois. Et c'est ce qui est le plus difficile, parce que les grandes orientations qui ont été les siennes ne sont pas les bonnes. Augmentation de la CSG pour les uns, augmentation des taxes sur les carburants. Les Français ne le comprennent pas, les retraités ne le comprennent pas, les Français actifs qui vivent dans ces territoires qui sont un peu abandonnés par la République ne le comprennent pas. Donc il faut vraiment, je ne vais pas dire repartir à zéro, mais c'est presque ça. Est-ce qu'il faut faire un geste sur les bas salaires ? Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a d'ores et déjà dit qu'il n'y aurait pas de hausse du SMIC, pas de rétablissement de l'ISF non plus. Pourtant, il va falloir des mesures symboliques, du sonnant et du trébuchant, comme on dit. Oui, du sonnant et du trébuchant, mais je pense qu'il y a un peu de grain à moudre sur un certain nombre de sujets. Les taxes sur le carburant, l'électricité, le gaz, il faut que le président de la République y revienne. Après, il va falloir que l'État fasse des économies. Parce que pour redistribuer du pouvoir d'achat, tout en limitant l'augmentation de la dette, ça c'est fondamental, il va falloir que l'État fasse des économies. Et là, il faut ouvrir un grand débat avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux, parce que ça concerne tout le monde. Et le président de la République, de ce point de vue-là, n'a pas compris le ressentiment des Français. Il va consulter toute la journée, recevoir et écouter les corps intermédiaires. Enfin, il était temps. Il est plus que temps. Ça a été une des erreurs majeures depuis le début de ce quinquennat. Vous savez, on nous a vendu le nouveau monde. On a renvoyé les élus locaux, les syndicats, comme si effectivement leurs paroles ne comptaient plus. Et ça a été, à mon avis, une très grave erreur. Vous êtes élu, bien sûr, de Seine-Saint-Denis, un département que vous connaissez très bien. La crise des Gilets jaunes, elle a un écho particulier en banlieue. Est-ce que cette colère, ce sentiment d'abandon, il est partagé aussi dans les banlieues ?
Écoutez, la manière dont Jean-Louis Borloo a été traité au mois de juin dernier, ne peut pas dire que c'était une très bonne idée. Maintenant, la façon dont l'exécutif a balayé, vous voulez dire, le plan banlieue qu'avait mis sur pied Jean-Louis Borloo. D'un revers de main, ça n'a pas été compris. Maintenant, en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de gilets jaunes dans les rues. Par contre, on a de gros soucis avec les lycéens, avec les lycées et avec des casseurs. Et ça n'est pas acceptable. Alors justement, la colère des lycéens, aujourd'hui, elle vous inquiète? Vous pensez à une agrégation des mécontentements? Ce qui m'inquiète, c'est la manipulation. Parce que beaucoup sont manipulés par certains qui veulent mettre à mal la démocratie représentative, le gouvernement, les parlementaires, les élus locaux. C'est ça qui m'inquiète. Et effectivement, s'il y avait cette convergence, je ne sais pas comment ça se termine. Les dégâts, les casseurs, vous l'évoquez à l'instant, les dégâts à Paris, mais aussi en province, notamment à Bordeaux, on l'a vu, ont été très importants. De quelle façon on jugule le phénomène des casseurs? C'est quelque chose aussi que vous connaissez en Seine-Saint-Denis. Là, je pense que le ministre de l'Intérieur il y a eu un changement de doctrine dans l'emploi des forces ce week-end à Paris. Mais je pense qu'il faut la plus grande fermeté. Et il faut que les tribunaux derrière suivent. Il ne peut pas y avoir parfois de simples rappels à la loi. Ça, c'est le cas. On a comptabilisé plus de 1000 arrestations, 1000 interpellations ce week-end. Certains disent que c'est même trop. Non, c'est pas trop. La preuve, il y a eu plus de dégâts à Paris le week-end dernier que le week-end précédent. La contestation, le droit de manifester, effectivement, il ne faut pas y toucher dans ce pays. Il n'y a pas de droit de casser. Il n'y a pas de droit de s'attaquer à la propriété d'autrui. On va terminer sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui cristallise, on le voit, la colère autour de lui. Il y a véritablement une rupture personnelle entre le chef de l'État et les Français. Et surtout, comment on répare ça? Quels sont les mots qu'il doit employer ce soir pour réparer ça? C'est à lui de les trouver. Mais la politique des petites phrases, j'espère que c'est terminé. Il a donné un sentiment. Je pense qu'il a été élu dans des conditions particulières. Il est relativement jeune. Je pense que tout d'un coup, ça lui est peut-être un peu monté à la tête. Et je suis pas sûr que dans son entourage. Une question d'hubris, disait je pense. Et je ne pense pas que dans son entourage, il y ait des gens qui aient suffisamment d'expérience pour avoir le courage de lui dire « Monsieur le Président, vous vous trompez ». Il est trop isolé aujourd'hui. Ah, je le pense. Je le pense. Le coût politique de cette crise pour l'exécutif, il est considérable. Est-ce qu'Édouard Philippe peut tenir dans ces conditions? Sous la Ve République, le Premier ministre, c'est le premier fusible. Et on nous dit d'un côté, on va tenir le cap. Je ne sais pas ce que c'est le cap. Si effectivement c'est de dire, il faut s'attaquer à la dette, au déficit public, à la compétitivité de nos entreprises et redonner du pouvoir d'achat aux Français, tout le monde est d'accord. Mais il y a la manière d'y parvenir. Et là-dessus, depuis 18 mois, c'est tout faux. Donc changer d'orientation politique avec le même Premier ministre et le même gouvernement, je ne sais pas si c'est possible. Et je pense que le président de la République devrait y réfléchir. Laurent Wauquiez, le patron de votre parti, il réclame un référendum sur la politique économique, écologique et fiscale. Il dit qu'il faut rendre la parole aux Français. Vous êtes pour cette idée de référendum ? Je ne sais pas comment la Constitution aujourd'hui permet ce type de référendum. Donc la solution, elle n'est pas politique. La solution, elle n'est pas... bien sûr qu'elle est politique. Certains réclament une dissolution, une motion de censure, des élections anticipées, un référendum. Est-ce que la solution, elle est là pour vous? Je pense qu'il nous faut d'abord une grande phase de concertation, de dialogue avec tous les acteurs, en y associant les Français. Après, si on ne sort pas de la crise, la dissolution, à un moment, s'imposera. Mais le référendum, sur des questions aussi complexes que celle-là, quelles questions poserons-nous aux Français? Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Très bien. Merci Philippe. Désolé pour ma voix, vraiment. Philippe Dallier, vous allez la soigner, j'imagine. Saveria parlait de coûts politiques considérables, coûts financiers aussi. La croissance est en très forte baisse, a annoncé Bruno Le Maire il y a quelques minutes. Une catastrophe économique. Bien sûr. Et il faut aussi que les Français en tiennent compte. Il faut sortir de cette crise. Et vite, ça dépend du président de la République, ça dépend de tous les corps intermédiaires, ça dépend aussi des Français. Il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Merci Philippe Dallier. Vous allez prendre quoi pour vous soigner? Je ne sais pas, je vais voir. Le grog. Merci beaucoup. Sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. On passe tout de suite à l'agenda, ce qui va se passer justement au Sénat dans un instant.
L'agenda, tout de suite avec ce qui se passe au Sénat. Il y en a des choses. Il faudra suivre dès 10h ce matin la suite de l'examen du projet de loi de finances, le budget qui devrait être voté demain soir dans son ensemble. Demain à 14h30, à suivre un texte intéressant, une proposition de résolution sur le port du voile intégral dans l'espace public, un texte proposé par le patron des sénateurs, les Républicains, Bruno Retailleau. Et puis autre texte important, une proposition de loi, toujours demain à 14h30, sur les communes nouvelles, qui vise à adapter l'organisation de ces communes nouvelles à la diversité des territoires. Un texte présenté par la sénatrice centriste Françoise Gatel. Et puis je vous rappelle, aujourd'hui à suivre sur notre antenne, ce soir à 19h, Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera l'invité exceptionnel de notre émission Audition publique. C'est donc à 19h ce soir en direct. Et puis à 22h, on va plus loin, spécial avec Rebecca Fitoussi, avec toutes les réactions des parlementaires suite à la crise des Gilets jaunes. Voilà pour l'agenda au Sénat et l'agenda sur notre chaîne. Merci Saveria, on passe dans un instant à l'œil 2. Ce matin, c'est l'œil de Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste et habitué sur ce plateau. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous en ce lundi matin. Bonjour Jean-Philippe de Rosier. Bonjour. Emmanuel Macron doit bien sûr s'exprimer ce soir, faire plusieurs annonces pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Les corps intermédiaires sont reçus ce matin dès 10h. Quel doit être leur rôle tout d'abord dans la sortie de crise à ces corps intermédiaires ? Alors, d'abord pour commencer, tout le monde parle des casseurs, mais ce qu'il faut surtout retenir de cet épisode, c'est la cassure qu'il y a dans ce quinquennat d'Emmanuel Macron, qui au lendemain de sa victoire a insufflé une nouvelle confiance vis-à-vis des Français. Et là, on voit que depuis cet été, en réalité, c'est l'épisode Benalla qui a commencé à amorcer cette descente, et les Gilets jaunes reprennent cette vague où le chef de l'État est atteint dans son autorité de président de la République. Justement, à l'instant, Valérie Pécresse vient de parler de déchirure c'est précisément ce dont vous parlez, la cassure. Écoutez, c'est pas moi qui lui ai soufflé ce mot, moi je parle de cassure, mais effectivement, on est là dans cette même optique où la dignité qu'a voulu rétablir, la verticalité qu'a voulu rétablir Emmanuel Macron, et à mon sens, à juste titre, parce que l'autorité de la présidence de la République était un petit peu écorchée depuis un certain nombre d'années et de quinquennats, et il a essayé de rétablir cela, mais il est peut-être allé trop fort dans cette verticalité, et c'est là où j'en viens à votre interrogation sur les corps intermédiaires. Il faut qu'ils participent à un rétablissement d'horizontalité dans cette verticalité, parce qu'on ne peut pas gouverner avec un autoritarisme unilatéral et permanent, parce que sinon on n'écoute plus le peuple, et là le peuple est venu se faire entendre de façon violente et certainement disproportionnée, mais avec justement ces casseurs. Mais ce que représentent les Gilets jaunes, c'est cette volonté d'écoute. Et les corps intermédiaires, reçus enfin à l'Élysée ce matin, vont porter cette parole. La difficulté des Gilets jaunes, c'est que, contrairement à d'autres mouvements qu'on a pu voir par le passé dans des contestations similaires en France, c'est qu'eux ne sont absolument pas organisés. Et donc, pour dialoguer avec eux, c'est extrêmement difficile, parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser, ils nomment des représentants, mais qui sont immédiatement délégitimés, et donc ça soulève un certain nombre de difficultés. Et là, ils sont reçus avec le relais d'autres institutions, les syndicats, il y a aussi le président de l'Assemblée nationale et du Sénat qui vont être entendus, et tout cela va essayer de restructurer ce débat. On va voir sur quoi ça va déboucher ce soir. Justement, on parle des corps intermédiaires. Le Sénat, quel peut être le rôle du Sénat, notamment le Sénat, la Chambre des territoires, alors qu'on parle d'un cahier de doléances dans chaque territoire ? Les Gilets jaunes sont pluriels, c'est-à-dire que là encore, ce n'est pas un syndicat, ils représentent le peuple, les citoyens, les uns et les autres, ceux que nous sommes tous, et ils ont des revendications différentes en fonction des territoires. Ceux qui sont dans le sud de la France n'ont pas forcément les mêmes revendications que ceux du nord, ceux qui sont sur des littoraux n'ont pas... Et justement, le Sénat, qui représente la diversité des territoires, va pouvoir être le relais institutionnel de ces doléances territoriales que ne peuvent pas structurer ces Gilets jaunes, et par l'intermédiaire du Sénat, peser au niveau du débat public
et politique, parce que la solution dans toute cette crise devra bien être politique à la fin. Alors justement, est-ce que la sortie de crise, elle est politique, mais politique dans le sens, l'opposition réclame une dissolution, des élections anticipées, un référendum. Est-ce que ça, alors, ça peut tout cela, c'est évidemment des arguments d'opposition pour peser face à l'exécutif. Toutes ces réactions politiques et constitutionnelles, parce que tout cela, c'est faire œuvre d'une arme constitutionnelle, me semblent excessives, suicidaires, voire totalement déplacées. L'appel à un référendum, sur quoi, sur quelles questions? Je ne suis pas sûr que les questions voulues par les Gilets jaunes rentrent dans le cadre de l'article 11. Alors, Laurent Wauquiez parle d'un référendum sur la politique écologique fiscale. Oui, cela effectivement, ce serait possible, ça relève de l'article 11, mais ce serait totalement suicidaire pour Emmanuel Macron, parce qu'on sait très bien qu'un référendum engage celui qui pose la question, et c'est à lui que l'on va répondre plus qu'au contenu de la question. Vu le contexte actuel, ce serait délicat. Une dissolution se solderait vraisemblablement, nul ne connaît les résultats électoraux à l'avance, mais vraisemblablement pour un échec pour Emmanuel Macron. Je ne dis pas qu'il perdrait sa majorité, mais elle serait sans doute moins massive que celle dont il dispose aujourd'hui. Reste la solution d'un changement de Premier ministre, sauf que là, ce qui est revendiqué par les Gilets jaunes, c'est Macron démission. S'il renvoie son Premier ministre, ça fait un peu « je vous ai pas entendu », parce que c'est lui qui devrait partir. Eh bien, il faut que... S'il ne la trouve pas dans les urnes avec une dissolution, eh bien, par il faut qu'il fasse preuve d'autorité et de dignité du chef de l'État, tout en ayant à l'oreille, en ayant entendu les revendications du peuple et en introduisant cette horizontalité dans sa verticalité, en satisfaisant un certain nombre de demandes. Il a cédé sur la taxe carbone. Il y a une autre mesure essentielle et symbolique, ce serait l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il a supprimé. Il pourrait sans nécessairement revenir dessus, mais trouver une solution qui fasse un geste fort dans cette direction, des mesures sociales envers les classes intermédiaires qui sont au cœur de ces revendications. Jean-Philippe de Rosier, est-ce que les fondements de notre République ont été ébranlés quand on entend « on va marcher sur l'Élysée » ? Ce sont des mots, et l'on a bien vu hier que ça n'a pas été le cas. Il y a eu un dispositif de sécurité qui a mieux fonctionné, quand je disais hier, avant-hier, samedi, que la semaine précédente. Évidemment, il y a eu des revendications très fortes et des mots qui ont été très forts, mais l'on a vu que les institutions sont toujours plus fortes que les hommes, et elles ont tenu. On va voir comment est-ce que cela va avancer cette semaine. J'ai assez peu de doutes à cet égard, parce que la Constitution de la Ve République est suffisamment puissante, est suffisamment sage depuis ses 60 années d'existence pour avoir prouvé qu'elle sait surmonter des crises parfois très dures et parfois très graves. Emmanuel Macron peut s'appuyer justement sur les textes, sur la Constitution pour sortir de cette crise, pour avancer. Oui, tout à fait. La sortie de crise se fera par une négociation entre les pouvoirs, entre le pouvoir exécutif, le président de la République, le Premier ministre et bien sûr le Parlement. Il faut qu'il entende le Parlement. C'est lui le relais du peuple. On parlait du Sénat. Il y a l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait des débats qui soient faits. Il va y en avoir. Il y en a eu un la semaine dernière à l'initiative du Premier ministre. Il va y en avoir un cette semaine, a priori, à l'initiative des députés, puisqu'ils déposent aujourd'hui une motion de censure. Il faut qu'il y ait un débat avec les élus locaux au sein du Sénat. Il faut qu'il y ait les relais institutionnels avec les territoires. Tout cela doit montrer que l'on écoute et qu'après on décide en ayant écouté ceux qui revendiquent un certain nombre d'éléments. Jean-Philippe de Rosier, il doit relégitimiser le Premier ministre aussi ? Le président, il doit le dire ? Alors, la motion de censure va lui permettre de se relégitimer, comme vous dites, parce que la motion de censure a très peu de chances d'aboutir, pratiquement aucune, et va donc montrer qu'il y a toujours une majorité qui soutient le Premier ministre. Donc ça, indirectement, l'opposition conteste l'autorité du pouvoir exécutif par la motion de censure, mais lui permet aussi de se relégitimer parce qu'elle va ressouder sa majorité autour de lui. Merci beaucoup. Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste. On passe maintenant à la revue de presse. Merci de votre présence. À tout de suite. Prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir à 20h depuis l'Élysée. On commence Saveria avec Le Parisien, ce qu'il doit changer, le président de la République. Une prise de parole décisive. Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h à l'Élysée. Il veut mobiliser les forces politiques, territoriales, économiques et sociales pour agir. Le président qui devrait annoncer plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat et des bas salaires. Le président qui n'a pas le droit à l'erreur s'il veut calmer la contestation qui déchire la France. Le président va devoir trouver les mots pour apaiser la colère, trouver une issue de la crise. C'est désormais
au chef de l'État de revenir en première ligne. Pas évident, car c'est bien lui qui est directement mis en cause à la fois pour les décisions prises depuis son arrivée à l'Élysée et la façon dont il exerce sa fonction. Et aussi dans la presse quotidienne régionale, cette revue de presse ce matin, on commence avec la Provence, le vertige à la une du grand quotidien du Sud-Est. La Provence qui décrit un président au bord du gouffre, sur le point d'annoncer un discours décisif. Des mesures fortes sont attendues, mais pas de hausse du SMIC, dit de rétablissement de l'ISF. Il faut tout changer, dit Franz-Olivier Gisbert dans son éditorial. Son quinquennat est-il terminé? Emmanuel Macron ne reprendra la main que s'il tourne le dos au personnage sûr et content de lui qu'une majorité de Français ont pris en grippe. Cette crise est un mouvement de fond, existentiel. Il est si fort que les saccages urbains des casseurs n'ont pas réussi à le tuer. Voilà, ça fait l'objet de notre club de la presse ce matin. C'est à la une du Télégramme, ce que nos maires attendent d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va donc s'exprimer ce soir. D'ici là, il va consulter toute la journée, rencontrer les partenaires sociaux. Le Télégramme a choisi de demander à des maires bretons ce qu'ils attendent du président. Dialogue, 6ème République, justice sociale. Tous défendent leur idée pour sortir de cette crise. Face à la mobilisation des Gilets jaunes, les maires sont en première ligne pour entendre les revendications des Français et tenter d'y répondre. Résultat, un mot d'ordre émerge, avant tout le dialogue. Voilà, et on termine par Libération. Champagne et le rire jaune des commerçants ce matin. Les commerçants et l'impact économique de la crise des Gilets jaunes. Après 4 samedis de mobilisation, les commerçants des centres-villes ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 20 à 40%. Impossible de donner un chiffre global sur les dégâts, mais il sera important. Bercy, par la voix du ministre Bruno Le Maire, promet des mesures d'accompagnement. Merci Saveria. Voilà, donc on va attendre Emmanuel Macron qui va annoncer des mesures ce soir à 20h à la télévision. Demain matin, on sera également en édition spéciale pour décrypter et vous éclairer sur ce que le président de la République aura dit aux Français ce soir. Voilà, dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien, il ne faut pas les oublier. Et puis ensuite, c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier au soir, les émissions politiques ce week-end et bien sûr dans les autres matinales d'infos ce matin. Merci de votre fidélité, à très vite, au revoir Saveria. À demain, très bonne journée. Au revoir. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le gouvernement a tablé sur une chose pendant toute la semaine, c'est que les gens n'oseraient pas se mobiliser dans la rue à Paris et en France et ailleurs. Ils ont été aussi nombreux. Oui. La plupart du temps, dans une très grande majorité pacifique. Il faut que le président de la République parle, et parle vite. Il faut qu'ensuite il annonce des mesures fortes. La question du pouvoir d'achat, des plus modestes d'entre nous, doit être évidemment abordée. Laissez-moi vous dire que nous sommes à la fois contre le chaos causé par les manifestants et la violence disproportionnée utilisée contre eux. Cependant, cette image montre l'échec de l'Europe dans son examen de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés. Ce sont des gens qui aujourd'hui profitent d'une situation pour justifier leur propre politique qui, elle, pour le coup, est une politique anti-climat, voire totalitaire, avec des risques en tout état de totalitarisme en ce qui concerne la Turquie. On a l'impression qu'Emmanuel Macron, qui était élu sur une promesse de rupture, est dans une continuité qui aggrave
la situation. C'est-à-dire on met la politique de Sarkozy et la politique de Hollande dans un shaker, on secoue et il met une épice encore plus indigeste. C'est toujours les mêmes, les classes populaires, les classes moyennes qu'on frappe durement, les anciens, avec la hausse de la CSG, et puis qu'elle est bénéficiaire de tout ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron va envoyer un de ses sous-ministres signer le pacte de Marrakech pour faire venir de l'immigration massive dans les prochaines années, les prochaines décennies. C'est la veille des fêtes de Noël, et là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le commerce. C'est une catastrophe pour notre économie. Donc nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter des réponses très concrètes, très directes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il n'y aura pas d'annonce, effectivement, de surprise sur le coup de pouce supplémentaire. Mais le coup de pouce SMIC, on sait que ça détruit des emplois. On s'aperçoit que c'est lui le problème. C'est lui par ses insuffisances et aussi par sa suffisance. Par son arrogance, il a fracturé le pays. Il a créé des tensions, il a provoqué, il a insulté les Français, la France, souvent depuis l'étranger. Ce que je propose au président de la République, c'est qu'il parle de la mise en œuvre d'un nouveau contrat social. Si on a un mea culpa à faire, c'est sur le fait, sur le fond, mais peut-être encore plus dans notre discours et dans notre manière d'amener tout le monde vers quelque chose sur le fait que l'injustice sociale ressentie, et qui n'est pas d'hier, correspond à une injustice territoriale, qui n'est pas d'hier non plus, mais si le président a été élu, c'est aussi justement pour recréer cette énergie française, cet optimisme pour tous.